Mes parents ont choisi l'anniversaire de ma sœur aux funérailles de mon mari. Nous ne viendrons pas, a dit maman calmement. 6 mois plus tard, un titre de presse me concernant les a fait paniquer en révélant ce que j'avais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre sœur. Nous ne pouvons pas venir. Ma mère a dit cela 3 heures après que je lui ai annoncé que mon époux et mes 2 enfants étaient morts. Cette phrase. Cette seconde de silence au téléphone avant qu'elle ne raccroche. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital, portant encore la blouse que j'avais enfilée pour mon service ce matin-là, et le monde s'est simplement arrêté. Mon mari, Julien, ma fille, Chloé, mon fils, Théo, sont partis, et ma mère a préféré un gâteau d'anniversaire à leur cercueil. Mais cet appel ne m'a pas brisé. Il m'a libéré, car 6 mois plus tard, un titre de journal concernant ce que j'ai fait avec les 5 millions d'euros que Julien avait secrètement laissés a plongé toute ma famille dans une panique dont elle ne s'est jamais remise. Ce que ma famille ignore encore, c'est que leur absence à ces funérailles leur a fait perdre non seulement une fille, mais leur a fait tout perdre. Je m'appelle Bénédicte Moreau. J'ai 34 ans et je suis infirmière aux urgences à Nantes, en Loire-Atlantique. Maintenant, laissez-moi vous ramener à une soirée de novembre. La nuit où j'ai tout perdu et où j'ai découvert qui était vraiment ma famille. Avant cette nuit, ma vie était simple et bonne. Pas accent grave-l'œil, pas digne d'Instagram, juste bonne. Julien et moi vivions dans une maison de style traditionnel à 3 chambres près de la Nationale 137, à environ 20 minutes de Nantes. Il était ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie de taille moyenne à Saint-Nazaire. Je travaillais la nuit à la clinique Sainte-Anne. Nous avions acheté la maison 2 ans plus tôt avec un modeste apport et beaucoup d'optimisme. Chloé avait 6 ans. Elle avait les yeux bruns de Julien et mon entêtement. Théo avait 4 ans. Il portait partout un ours en peluche nommé Capitaine. Au supermarché, dans le bain, à la messe le dimanche. Nous nous sommes rencontrés parce que Julien s'était ouvert la main en aidant un collègue à déplacer un bureau. Il est entré à mes urgences à 2 heures du matin, le sang traversant un torchon, et m'a demandé si les points de suture laisseraient une belle cicatrice. Je lui ai dit non. Il a demandé mon numéro quand même. C'était ça, Julien. Stable, chaleureux, le genre d'homme qui se souvenait de votre commande de café après l'avoir entendu une seule fois. Dans la famille Lefebvre, ma famille de naissance, j'étais l'invisible. La fille aînée qui n'a jamais causé de problème, qui n'a jamais demandé d'argent, qui n'a jamais eu besoin d'être sauvée. J'ai payé mes propres études d'infirmière. J'ai organisé mon propre mariage, une petite cérémonie à la mairie parce que mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas le budget pour quelque chose de plus grand. Ils avaient le budget pour la fête des 16 ans de Manon la même année. 70 invités, un DJ. Chaque fête de famille, je cuisinais, je nettoyais, j'achetais les cadeaux. Ma mère, Martine, n'a jamais demandé comment se passaient mes gardes ou si Chloé avait commencé la maternelle. Ces appels commençaient toujours de la même manière, « Qu'est-ce que tu apportes pour le dîner ?» Julien l'avait vu avant moi. Un jour de fête nationale, alors que je finissais de charger la voiture après avoir passé 9 heures dans la cuisine de ma mère, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Ta famille te traite comme une employée, Bénédicte. » J'ai répondu ce que je disais toujours, c'est juste leur façon d'être. Ça va. Ça n'allait pas. Mais je ne le savais pas encore. Et Julien, le discret, le stable, avait déjà commencé à planifier le jour où je finirais par le comprendre. Le 14 novembre, un mardi. J'étais à mi-chemin de mon service quand l'infirmière responsable m'a touché l'épaule. Bénédicte, salle de repos. Maintenant. Je connaissais cette voix. Je l'avais moi-même utilisée. Le ton prudent et contrôlé que nous réservions pour annoncer la pire nouvelle qu'une personne puisse entendre. Je l'ai suivi dans le couloir. Mes jambes le savaient déjà. 2 gendarmes se tenaient à l'intérieur. L'un tenait son képi contre sa poitrine. L'autre n'osait pas me regarder. Madame Moreau, il y a eu un accident sur l'AD 751. Julien avait été chercher Chloé et Théo au cours de natation à la MJC. Ils étaient à 7 minutes de la maison. Un homme nommé Gérard Fauchon, 41 ans, avec un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite légale, a grillé un feu rouge à 85 km/h et a percuté le côté passager de notre Honda Accord. Julien est mort sur le coup. Chloé est morte dans l'ambulance. Théo a atteint la clinique Sainte-Anne, mon hôpital, mes urgences,
mais j'étais dans la salle de repos quand ils l'ont amené. Il était parti avant que je n'atteigne la salle de déchocage. 3 minutes. C'est ce que le gendarme a dit. 3 minutes entre ma salle de repos et le dernier souffle de Théo. Je ne me souviens pas m'être assise. Je me souviens du sol, du linoléum froid, du néon bourdonnant au-dessus de moi comme s'il ne savait pas que le monde venait de s'effondrer. Ma collègue Angélique s'est agenouillée à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste tenu ma main. À un moment donné, je ne sais combien de temps après, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai appelé ma mère. C'était un réflexe, primal. Quand tout s'effondre, on appelle sa mère. Le téléphone a sonné 4 fois. J'ai entendu de la musique en fond sonore. Des rires. La voix de Manon chantant faux. Puis ma mère a répondu, « Allô, Bénédicte. Fais vite. On va couper le gâteau. » Maman. Ma voix s'est brisée sur le mot. Julien est mort. Chloé et Théo sont morts. J'ai besoin de toi. Silence. 3 secondes. 5. J'entendais la fête derrière elle. Quelqu'un qui trinquait. Un enfant qui riait. Puis la voix de ma mère s'est faite plus basse, comme elle le faisait toujours quand elle ne voulait pas que les invités entendent quelque chose de désagréable. Bénédicte, je t'entends. C'est terrible. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manon. Nous avons 30 personnes ici. On ne peut pas partir comme ça. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, croyant avoir mal entendu. Maman, mon mari, mes enfants, ils sont partis. Je sais, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Manon serait dévastée si nous quittions sa fête. Appelle ton amie, celle de l'hôpital. Elle t'aidera. Je t'appellerai demain. D'accord. Elle a raccroché. 21h47. 3 minutes et 12 secondes. Je le sais, car j'ai fixé le journal d'appel pendant 1 heure après. J'ai appelé mon père ensuite. Dominique Lefebvre a répondu à la 2e sonnerie. J'ai pu entendre qu'il sortait dehors, le grincement de la porte moustiquaire. Le vent contre le combiné. Papa, est-ce que maman t'a dit? Une pause, puis, oui, ma grande. Elle l'a mentionné. On passera te voir la semaine prochaine. Tiens bon. Il a raccroché aussi. Un dernier appel. Manon. Elle est tombée sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message. Je ne me souviens pas de ce que j'ai enregistré. 2 heures plus tard, elle m'a répondu par SMS, « Maman m'a tout dit. Désolé, appelle-moi demain. » Je suis resté assise sur ce sol d'hôpital jusqu'à ce que mon cadre de service me trouve à minuit. 3 appels, 3 occasions pour ma famille de se montrer. 3 portes claquées. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'avais passé 34 ans à prétendre être faux. Ma famille ne m'avait pas oublié. Ils n'étaient pas confus ou dépassés. Ils ont regardé le pire jour de ma vie, ont préféré un gâteau industriel et des ballons, et ont fait leur choix. L'enterrement a eu lieu un samedi, le 18 novembre. Il pleuvait, une pluie froide et constante de Loire-Atlantique qui a transformé l'herbe du cimetière en boue. Le pasteur Grace Durand de l'église communautaire de Vertou a présidé. Elle avait baptisé Chloé et Théo. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé, elle est venue chez moi à 6 heures du matin avec du café et un classeur plein d'options de prestataires. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille. Elle a juste dit, dites-moi ce qu'ils aimaient. Chloé aimait les papillons. Théo aimait son ours capitaine. Julien aimait Johnny Hallyday. Nous avons donc joué si je dois rester derrière pendant que la pluie tambourinait contre la toile de la tente, et je me suis tenu devant 3 cercueils, un de taille normale, 2 incroyablement petits, essayant de dire au revoir à mon monde entier. Mes collègues sont venus, Angélique, Denise, Marc, le docteur le roi des urgences. Ils portaient des blouses noires sous leur manteau, car ils venaient tout juste de finir leur service. Thomas Vigneault, le colocataire de Julien à l'université, a pris un vol de nuit depuis Paris. Il est resté à mes côtés pendant tout le service, tenant un parapluie au-dessus de ma tête, même si son propre épaule était trempée. J'ai mis capitaine dans le cercueil de Théo. J'ai épinglé la barrette papillon de Chloé sur son oreiller.
J'ai touché la main de Julien une dernière fois et j'ai murmuré quelque chose que je garderai entre nous. Puis j'ai regardé le premier rang. Les chaises réservées à la famille. Vides. Tous les 4. Des chaises pliantes blanches battues par la pluie. Pas un seul Lefebvre. Le pasteur Durand a suivi mon regard. Elle a atteint ma main et serré mon poignet. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Après l'inhumation, Thomas m'a aidé à porter les fleurs jusqu'à la voiture. Il s'est arrêté côté conducteur et m'a regardé avec une expression que je peux encore imaginer. De la confusion mêlée à quelque chose de plus vif. Bénédicte, où est ta famille? J'ai secoué la tête. C'était tout ce que j'ai pu faire. Thomas m'a regardé longuement, la pluie coulant sur son visage. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas redemandé, mais je le savais. Il enregistrait mentalement. Quelque part derrière ses yeux de journaliste, une horloge venait de se mettre à tourner. Une semaine après l'enterrement, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais 34 ans de conditionnement sont difficiles à annuler en 7 jours. Mon pouce a appuyé sur le bouton vert avant que mon cerveau ne réagisse. Bénédicte, Thanksgiving est jeudi prochain. Tu apportes la gratinée aux haricots verts? Manon veut celle aux haricots verts. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et je l'ai fixé comme si l'écran pouvait se réorganiser en quelque chose de logique. 3 cercueils, 7 jours, et ma mère me demandait de la gratiner. Maman, je viens d'enterrer ma famille. Je sais, ma chérie. C'est exactement pour ça que tu dois être entourée. Viens pour Thanksgiving. Ce sera bon pour toi. Être assise seule dans cette maison n'est pas sain. Sa voix était chaleureuse, inquiète, raisonnable. Si vous aviez intercepté la conversation sans contexte, vous auriez pensé qu'elle était une mère attentionnée tendant la main à sa fille en deuil. C'était ça, Linda Lefebvre. Elle avait toujours l'air d'avoir raison. Mais j'entendais la machinerie en dessous. Viens pour Thanksgiving, apporte le plat, assieds-toi dans la cuisine, serre la famille, souris, fais le numéro. Et au moment du dessert, l'enterrement serait devenu un désagrément survenu le mois dernier, classé entre les factures de dentiste de Manon et le projet de garage de papa. Je ne peux pas faire ça, maman. Ne sois pas dramatique. Nous sommes ta famille. J'ai raccroché. Aucune explication, aucune discussion. Première fois de ma vie. Elle a rappelé 4 fois. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. Bénédicte, c'est ridicule. Tu ne peux pas juste nous fermer la porte au nez. Rappelle-moi. Je me tenais dans ma cuisine, le mug de Julien toujours sur le comptoir, le dessin d'un cheval violet de Chloé toujours sur le frigo, le rehausseur de Théo toujours à table. Et j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Si je retournais à cette table de Thanksgiving, je n'en partirais jamais. Je passerais le reste de ma vie à servir des gens qui n'ont pas daigné assister aux funérailles de mes enfants. Cela n'allait pas arriver. Plus maintenant. J'ai tapé un seul message dans le chat de groupe familial. Pas de majuscule, pas de point d'exclamation, juste, j'ai besoin d'espace. S'il vous plaît, ne me contactez pas. Je vous appellerai quand je serai prête. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai attendu. La réponse de Martine est arrivée en 90 secondes, c'est inacceptable. Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça pour cette famille. Dominique, 2 minutes plus tard, ta mère est très contrariée. Appelle-la s'il te plaît. Manon, 1 heure plus tard, waouh. Ok. J'imagine que je n'ai plus de sœur. Cool. J'ai bloqué les 3 numéros. J'ai mis le chat de groupe en sourdine. Je me suis assise sur le bord de mon lit dans une maison qui sentait encore le après-rasage de Julien et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme de la neige. Le lendemain matin, j'ai appelé une thérapeute. Le docteur Éléonore Simon avait un bureau sur l'avenue de l'Asile, un nom de rue malheureux pour une conseillère en deuil, mais elle était très recommandée. Petite pièce, 2 fauteuils, une boîte de mouchoirs sur chaque surface. Lors de notre première séance, elle m'a posé une question qui m'a coupé le souffle. Quand votre famille est-elle venue à vous pour la dernière fois? J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, j'ai pensé aux anniversaires, aux remises de diplômes, aux premiers pas de Chloé, aux premiers mots de Théo. J'ai pensé à qui était là et qui n'y était pas. La réponse est restée dans ma poitrine comme une pierre. Silence.
Le docteur Simon a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Nous commencerons par là, a-t-elle dit. J'ai repris le travail la semaine suivante. Mes collègues ont géré sans que j'aie besoin de demander. Angélique a échangé des quarts. Marc s'est occupé de mes dossiers. Le docteur Leroy m'a assigné des cas de moindre urgence jusqu'à ce que je retrouve mes marques. Une nuit, une victime de conduite en état d'ivresse est arrivée. 19 ans, bassin fracturé. J'ai réussi à atteindre le placard à fourniture avant que mes genoux ne flanchent. Thomas Vigneault a appelé cette même semaine. Juste pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Vraiment? Je survis, je lui ai dit. C'est suffisant pour l'instant. L'avocat de Julien m'a appelé. Thomas a dit. Maître Robert Kerry. Il doit vous parler de certains papiers que Julien a déposés. Tu le connais? Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que Julien avait un avocat. Le bureau de Maître Kerry se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques à Carquefou, au-dessus d'une boulangerie qui imprégnait toute la cage d'escalier d'une odeur de pain au levain. C'était un homme grand, la cinquantaine, avec des lunettes de lecture et une poignée de main qui ressemblait à une promesse. Julien et moi étions à l'université de Rennes ensemble, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil. Nous sommes restés en contact. Il est venu me voir environ 8 mois avant l'accident. 8 mois? Cela aurait été en mars. À peu près au moment où Julien avait commencé à verrouiller sa porte de bureau à clé 1 heure chaque dimanche soir. J'avais supposé qu'il travaillait. Maître Kerry a glissé une enveloppe manille sur le bureau. Julien a souscrit une police d'assurance vie temporaire 8 mois avant l'accident. 5 millions d'euros. Vous en êtes l'unique bénéficiaire. Il a marqué une pause. Parce que la police avait moins de 2 ans, la compagnie a mené une enquête de routine. Cela a pris environ 4 mois, mais tout a été vérifié. Julien était en parfaite santé lorsqu'il a fait la demande. L'accident était entièrement dû à l'autre conducteur, et il n'y avait aucun doute sur la réclamation. Les fonds sont prêts pour le décaissement. Je n'ai pas bougé. Le chiffre n'a pas été enregistré au début. Il était trop gros, trop étranger, comme entendre un mot dans une langue que je ne parlais pas. 5 millions. Il gagnait bien sa vie au cabinet. Excellente santé, non-fumeur, 35 ans. Les primes étaient gérables. Il avait tout mis en place spécifiquement parce que... Maître Kerry a marqué une pause, choisissant ses mots. Il m'a parlé de votre situation familiale, Bénédicte. Pas en détail. Il a juste dit, si quelque chose lui arrive, elle sera seule. Sa famille ne l'aidera pas. Je dois m'assurer qu'elle soit prise en charge. Il y avait une lettre dans l'enveloppe. L'écriture de Julien, le gribouillis de gaucher dont je me moquais. Je ne l'ai pas lu au bureau. Cela me semblait trop public, mais Maître Kerry m'a dit la dernière phrase. Il a dit que Julien lui avait demandé de le faire si je semblais hésitante, tu t'occupes toujours de tout le monde. Laisse-moi prendre soin de toi une dernière fois. J'ai pressé l'enveloppe contre ma poitrine et j'ai pleuré. Pas les pleurs creux et choqués du sol de l'hôpital. C'était différent. C'était chaleureux. C'était le deuil d'avoir été aimé si complètement par quelqu'un qui savait toujours que les personnes qui auraient dû me protéger ne le feraient jamais. Julien ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il avait tendu la main par-delà la mort pour me sauver. Je n'ai pas touché l'argent pendant des semaines après son versement. Il est resté sur un compte séquestre pendant que je fixais le plafond chaque nuit, essayant de comprendre ce qu'une personne fait avec 5 millions d'euros qui arrivent parce que sa famille est morte. Le dépenser pour moi me semblait faux. Le garder me semblait creux. Le chiffre était un fantôme. Façon Julien, façon Chloé, façon Théo, et je ne pouvais pas le regarder sans voir leur visage. Le docteur Simon a été celle qui a fait le lien. Que voudrait Julien que vous fassiez avec cet argent? J'y ai réfléchi longuement. J'ai pensé à la victime de conduite en état d'ivresse de 19 ans dans mes urgences, dont la mère était assise dans la salle d'attente pendant 6 heures dans les mêmes vêtements qu'elle portait lorsque la police s'était présentée à sa porte. J'ai pensé aux nuits après l'enterrement de Julien où je ne pouvais pas dormir et où je cherchais sur Google de l'aide financière pour les familles de victimes de chauffards, et où je ne trouvais presque rien en Loire-Atlantique. J'ai pensé à être assise seule dans ce cimetière sous la pluie. Aucune famille ne devrait affronter ce que j'ai affronté seul, ai-je dit. L'idée a pris forme lentement, puis d'un coup. Une fondation,
pas une plaque commémorative ou un banc dans un parc. Quelque chose qui fonctionne, qui paie les funérailles quand les familles ne peuvent pas se les offrir, qui couvre le loyer pour les 3 premiers mois de choc, qui met les survivants en contact avec des conseillers en deuil qui répondent réellement à leurs appels. J'ai appelé Maître Kerry ce soir-là. Je veux créer une fondation au nom de Julien, de Chloé et de Théo. Je vais la monter. Un statut d'association loi 1901 reconnu d'utilité publique? Nous allons faire les choses correctement. J'ai gardé une partie pour moi, assez pour rembourser le prêt immobilier, constituer un fonds d'urgence, respirer sans paniquer. Julien aurait insisté. Il était pragmatique comme ça. Et j'étais infirmière aux urgences. Je savais comment faire un triage. Ce que j'ignorais, c'est que cette décision, calme, privée, prise dans le bureau d'une thérapeute un mardi après-midi, finirait par se retrouver en première page d'un journal. Et cette première page atteindrait une maison à Saint-Nazaire, où une femme nommée Martine Lefebvre était sur le point de découvrir que la fille qu'elle avait rejetée était devenue quelqu'un qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pendant que je construisais la fondation, la vérité construisait la sienne. Dans une ville comme Nantes, rien ne reste secret. Les gens parlent au café. Ils parlent après la messe. Ils parlent à la caisse du carrefour. Et la question qui revenait sans cesse autour du café, autour des plats, autour de la chorale de l'église communautaire de Vertou, était simple: où était la famille de Bénédicte? Le pasteur Durand n'a jamais rien dit publiquement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait présidé des funérailles avec 3 cercueils et un premier rang vide. Les gens l'ont remarqué. Les gens se sont souvenus. Cela a commencé petit. Martine était à la kermesse paroissiale en janvier lorsque Barbara Lambert de la Fraternité des Femmes a demandé « Comment va Bénédicte ?» Nous avons appris pour l'accident. Terrible. Ma mère a souri. Son sourire d'église. Celui qui avait l'air inquiet mais ne lui coûtait rien. Elle va bien. Elle a juste besoin de temps. Puis Carole Dubois, notre voisine depuis 22 ans, la femme qui m'avait vu grandir, a posé la question à laquelle Martine n'était pas prête. Tu étais aux funérailles, Martine? Je ne t'ai pas vue. Nous avions un engagement familial ce jour-là. Carole la regarda, ne cligna pas des yeux, n'acquiesça pas, elle regarda et c'est tout. Puis elle prit son assiette et se dirigea vers une autre table. Manon l'a aussi senti. Ses amis ont commencé à me demander de mes nouvelles. Elle leur a donné le scénario, ma sœur fait son dramatique. Elle nous a coupés sans raison. Cela fonctionnait jusqu'à ce que quelqu'un pose la question de suivi, « Attends, tu n'es pas allé aux funérailles ?» Manon n'avait pas de bonne réponse à cela. Ma mère a appelé mon père dans la cuisine un soir. Je le sais parce que Dominique me l'a dit plus tard dans un SMS auquel je ne m'attendais pas. Martine se tenait près du comptoir, les bras croisés, la mâchoire serrée. Nous devons ramener Bénédicte avant que ça ne s'aggrave. Les gens parlent. Pas, nous devons nous excuser. Pas, nous avons eu tort. Pas, nos petits-enfants sont morts et nous n'avons pas dit au revoir. Les gens parlent. C'était ce qui comptait. L'image, l'histoire, la performance. Martine Lefebvre avait passé 61 ans à diriger le récit familial. Et pour la première fois, quelqu'un d'autre tenait le stylo. En mars, 4 mois après l'accident, les papiers de la fondation étaient presque terminés. Maître Kerry avait déposé la demande de statut d'association reconnue d'utilité publique. J'ai rédigé une mission au milieu de la nuit dans ma cuisine, toujours en blouse, avec la lettre de Julien posée contre la salière. J'avais un nom, la Fondation Famille Moreau. J'avais aussi un but. Et pour la première fois depuis novembre, je me réveillais le matin avec une raison de sortir du lit qui n'était pas seulement une obligation. Pendant ce temps, ma mère était aussi occupée. Martine avait un réseau, des amis d'église, des connaissances du quartier, une cousine à Saint-Nazaire qui apprenait des choses d'une parajuriste qui connaissait un conseiller financier. La nouvelle se propageait comme elle le fait toujours dans les petites villes de Loire-Atlantique. Lentement, puis partout à la fois. Quelqu'un a mentionné lors d'un dîner de fraternité que Bénédicte Moreau avait reçu un important paiement d'assurance. Quelqu'un d'autre a mentionné le mot fondation. Au moment où l'information est parvenue à Martine, elle avait été reformulée et polie en quelque chose d'irrésistible. Julien lui a laissé de l'argent, a dit Martine à mon père. Beaucoup. Combien, a demandé Dominique.
Assez pour qu'elle crée une sorte d'œuvre de charité. Je peux imaginer mon père à cet instant, assis dans son fauteuil inclinable, une bière sur la coudoir, fixant la télévision en sourdine, faisant les comptes, pas les comptes émotionnels, les comptes financiers. Peut-être que nous devrions l'appeler, a-t-il dit. Mais Martine était plus rusée qu'un simple appel téléphonique. Elle savait que je les avais bloqués, alors elle est allée voir le pasteur Durand à la place. Pasteur, ma fille est en deuil et elle nous repousse tous. Nous sommes inquiets pour elle. Pourriez-vous nous aider à rassembler la famille? Peut-être une réunion de prière, quelque chose de doux. Le pasteur Durand a écouté. Elle a hoché la tête lentement. Elle a dit, je vais y réfléchir, Martine. Mais plus tard dans la nuit, seule dans son bureau, Grâce Durand s'est assise avec le souvenir de 3 cercueils et 4 chaises vides, et elle a réfléchi très attentivement à ce que signifiait le doux pour une femme comme Martine Lefebvre. 2 semaines plus tard, Thomas Vigneault a appelé. Bénédicte, j'ai proposé à mon rédacteur en chef un article sur la défense des victimes de conduite en état d'ivresse en Loire-Atlantique. J'ai mentionné que Julien était un ami. Elle a accepté, à condition que je me concentre sur l'aspect systémique, pas seulement sur votre histoire. Mais votre fondation est la pièce maîtresse. La défense des victimes de conduite en état d'ivresse en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui manque? Là où il y a des lacunes, votre fondation s'intègre parfaitement. Seriez-vous ouverte à une interview? J'ai hésité. La publicité n'était pas quelque chose que j'avais jamais recherché. J'étais infirmière de nuit aux urgences. Mon idée de prise de parole en public était de lire les notes de triage à un chef de service à 3 heures du matin. Mais Thomas ne me demandait pas de performer. Il me demandait de dire la vérité. Et la vérité était la seule chose qui me restait et qui semblait encore solide. D'accord, ai-je dit, mais je ne fais pas ça pour attirer l'attention. Je sais. C'est pour ça que c'est important. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'hôpital. Thomas a installé un enregistreur entre nos tasses et m'a laissé parler. Je lui ai parlé de Julien, des points de suture, de la question de la cicatrice, des dimanches soirs derrière une porte de bureau fermée qui se sont avérés être des recherches d'assurance. Je lui ai parlé des papillons de Chloé et de l'ours de Théo. Je lui ai parlé de la fondation et des 5 familles que nous avions déjà identifiées pour notre premier cycle de soutien. Puis il a posé la question, vous avez organisé l'enterrement seul? J'ai remué mon café. Les amis de Julien étaient là. Mes collègues. Mon pasteur. Thomas a attendu. Il était bon en silence. Ma famille de naissance ne l'était pas. Il n'a pas insisté. Il a juste pris des notes. Avant de partir, il a demandé s'il pouvait inclure ce détail. J'y ai réfléchi exactement le temps d'une inspiration. Vous pouvez dire ce qui est vrai. Je ne vous demanderai pas de cacher quoi que ce soit, mais je n'ajouterai pas de drame non plus. Au même moment, et je ne l'ai appris que plus tard, Martine était au téléphone avec Manon. Sa voix avait l'urgence cassante d'une femme qui voit une histoire lui échapper. Nous devons parler à Bénédicte avant que d'autres personnes ne commencent à raconter notre histoire, a ricané Manon. Quelle histoire? Nous n'avons rien fait de mal. Exactement, a dit Martine. Et nous devons nous assurer que les gens le sachent. Thomas m'a dit que l'article prendrait quelques semaines de plus. Il devait interviewer d'autres familles et vérifier les faits auprès de l'Association française des victimes de la route, AFVR, avant que les rédacteurs ne le publient. Les Lefebvre n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Martine a travaillé vite. En une semaine, elle avait coincé le pasteur Durand après le service du dimanche. Pasteur, j'ai prié à ce sujet. Pourrions-nous organiser une petite réunion de réconciliation, juste la famille et quelques amis proches? Rien de formel, juste de la prière et de la conversation. Le pasteur Durand a accepté à contre-cœur, mais elle a posé une condition, je ne ferai aucune pression sur Bénédicte, Martine. Cela doit être son choix. Bien sûr, a dit ma mère. Bien sûr. Puis Martine est rentrée chez elle et a appelé toutes les femmes de sa liste de contacts. Samedi, ce qui devait être une petite réunion de famille avait enflé pour atteindre 20 personnes, tout le conseil de la fraternité des femmes, 3 couples du quartier, et Carole Dubois. Que Martine avait spécifiquement invité parce que la question précédente de Carole à la kermesse lui brûlait encore. Martine voulait un public. Elle voulait des témoins qui la verraient pleurer, la verraient tendre la main,
et conclurait que Bénédicte était le problème. L'invitation m'est parvenue via un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Martine avait emprunté le téléphone d'une amie. Bénédicte, le pasteur Durand organise une réunion de prière familiale ce dimanche. Tout le monde à l'église veut te voir. S'il te plaît, viens pour la mémoire de tes enfants. Pour la mémoire de tes enfants. Elle utilisait leur nom comme une monnaie d'échange. J'ai appelé le pasteur Durand immédiatement. Avez-vous organisé cela? Grâce a soupiré. Ta mère a demandé un petit rassemblement. J'ai accepté, mais je viens d'apprendre qu'elle a invité la moitié de la congrégation. Bénédicte, je suis inquiète de ce qu'elle prépare. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'y ai réfléchi longuement. L'ancienne Bénédicte serait restée chez elle, se serait protégée. Mais l'ancienne Bénédicte aurait aussi apporté une gratinée au Thanksgiving 3 semaines après avoir enterré ses enfants. Je n'étais plus elle. J'y serai, ai-je dit à Grace. Pas pour ma mère, pour moi. Grace a été silencieuse un instant. Alors, je veux que tu saches quelque chose. J'ai dit à ta mère que j'étais aux funérailles ce jour-là. Elle n'a pas cligné des yeux, Bénédicte. Elle n'a même pas cligné des yeux. Dimanche, 14 h, la salle paroissiale de l'église communautaire de Vertou. Je suis entré et j'ai compté. 22 personnes, des chaises disposées en demi-cercle lâche, une cafetière sur une table pliante, une assiette de biscuits que quelqu'un avait apporté parce qu'en Loire-Atlantique, même les embuscades viennent avec des pâtisseries. Ma mère était assise au premier rang. Elle portait sa robe lavante d'église, celle qu'elle réservait pour les occasions où elle voulait paraître douce. Ses yeux étaient déjà rouges. Un mouchoir blanc reposait sur ses genoux, prépositionné. Mon père était assis à côté d'elle, les épaules carrées, fixant un poing sur le tapis. Manon se tenait près du mur du fond, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle semblait préférer être n'importe où ailleurs. Martine s'est levée dès que je me suis assise. Elle n'a pas attendu que le pasteur Durand ouvre la réunion. Merci à tous d'être venus, sa voix tremblait magnifiquement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre famille a traversé une période terrible. Ma fille Bénédicte a perdu son mari et ses enfants dans un horrible accident. Nous avons essayé d'être là pour elle, mais elle nous a repoussés. Elle a tamponné un œil avec son mouchoir. Nous avons le cœur brisé. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer notre fille. Murmure, hochement de tête, regard compatissant dirigé vers Martine. Elle était douée pour ça. Le menton tremblant, les pauses mesurées, la façon dont elle faisait passer le deuil pour quelque chose qui lui arrivait. Barbara Lambert s'est penchée en avant. Bénédicte, ta mère t'aime. La famille est tout. Je suis resté immobile, les mains sur mes genoux, à regarder. Puis Manon, depuis l'arrière de la pièce, a ajouté sa voix. Je lui ai envoyé tellement de SMS, elle ne répond même pas. J'ai aussi perdu un beau-frère et un neveu et une nièce, vous savez. 22 têtes se sont tournées vers moi. 22 visages attendant que je m'excuse, que je pleure, que je cède. Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. Puis-je parler? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Mon mari et mes 2 enfants sont morts le 14 novembre. J'ai appelé ma mère de l'hôpital cette nuit-là. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce que c'était l'anniversaire de Manon. La pièce était déjà silencieuse, mais elle s'est alors durcie, comme si l'air lui-même était devenu du verre. Elle a dit, on ne peut pas juste partir. On ira la semaine prochaine. Martine a ouvert la bouche. Ce n'est pas. J'ai le journal d'appel, maman. 21h47, 3 minutes et 12 secondes. Elle a fermé la bouche. Mon père m'a dit de tenir bon. Ma sœur m'a envoyé un emoji qui pleure et m'a dit, appelle-moi demain. Personne n'est venu à l'hôpital. Personne n'est venu le lendemain. Personne n'est venu aux funérailles. J'ai regardé le pasteur Durand. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête une fois. Le pasteur Durand était là. Elle peut le confirmer. La voix de Grace était ferme. Les sièges de la famille étaient vides. Quelqu'un au 2e rang a aspiré bruyamment. Carole Dubois s'est couvert la bouche. Barbara Lambert a posé sa tasse de café et ne l'a pas reprise. La composition de Martine s'est fissurée. Juste une fracture, mais visible.
Nous avions des engagements. Nous ne pouvions pas juste. Votre engagement était une fête d'anniversaire. J'ai gardé ma voix égale. Mon engagement était d'enterrer ma fille de 6 ans. Personne n'a parlé. Les biscuits sont restés intacts. La cafetière sifflait doucement dans le coin. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis venu parce que vous avez demandé. Maintenant, vous avez entendu les deux versions. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée comme on ferme un chapitre. En silence, complètement. Sur le parking, des pas derrière moi. Manon. Essoufflé. Bénédicte? Attends. Ce n'est pas juste. Tu nous fais passer pour des monstres. J'ai déverrouillé ma voiture. Je ne vous ai fait passer pour rien, Manon. Je leur ai dit ce qui s'est passé. Elle est restée là, dans le gravier, les bras le long du corps, et pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Je suis parti en roulant et dans mon rétroviseur, je pouvais la voir encore debout, plus petite que je ne l'avais jamais vue. 3 semaines après la réunion d'église, l'article de Thomas est finalement paru. Il avait passé le temps supplémentaire à interviewer d'autres familles victimes de conduite en état d'ivresse et des représentants de la FVR, transformant ce qui avait commencé comme mon histoire en quelque chose de plus grand. Le titre trônait en haut de la section des chroniques du dimanche du Anjou actuel. Après avoir perdu sa famille à cause d'un chauffard, une infirmière de Nantes transforme son deuil en mission. Thomas écrivait sur Julien, l'ingénieur qui planifiait secrètement le pire parce qu'il avait vu la famille d'un collègue s'effondrer après une mort soudaine. Il a écrit sur Chloé, qui voulait devenir biologiste marine, et sur Théo, qui présentait l'ours capitaine à chaque nouvelle personne qu'il rencontrait. Il a écrit sur la mission de Bénédicte, comment elle avait déjà personnellement aidé 5 familles touchées par des accidents de chauffard, couvrant les frais funéraires, le loyer et les consultations sur ses propres deniers. Bien que la demande formelle de statut d'association reconnue d'utilité publique pour la Fondation Famille Moreau soit en cours de traitement par l'administration fiscale, la fondation n'était pas encore officielle, mais le travail était déjà réel. Et au 7e paragraphe, une seule phrase, Moreau a organisé l'enterrement avec l'aide de ses collègues et amis. Sa famille de naissance, a-t-elle dit, était dans l'incapacité d'assister. C'était tout. Pas de nom, pas d'accusation, pas d'adjectif, juste 8 mots qui sont tombés comme un piano laissé tomber. L'article a été partagé 4000 fois dans les premières 48 heures. France 3 Pays de la Loire a appelé lundi. Le chapitre de la FVR de Loire-Atlantique a envoyé un email mardi. Un producteur d'une station de radio de Nantes a laissé un message vocal demandant si je voulais passer à l'antenne. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de personnes inconnues. Une femme à Pornic, mon fils a été tué par un chauffard l'année dernière. Je ne pouvais pas payer son enterrement. Merci pour ce que vous faites. Un pompier retraité à Saint-Nazaire, votre mari était un homme bon. Vous lui rendez hommage, n'est-ce pas? Je suis resté assise à ma table de cuisine à lire ces messages jusqu'à 3 heures du matin. La maison était silencieuse. Le mug de Julien était toujours sur le comptoir. Je ne l'avais pas bougé et je n'allais pas le faire. Le dessin du cheval violet de Chloé était toujours sur le frigo. Le rehausseur de Théo était toujours à table. Je ne cherchais pas l'attention. Je n'essayais pas d'exposer qui que ce soit. Je construisais juste quelque chose pour que 3 vies ne soient pas réduites au numéro d'un rapport de police. Mais l'attention a ses propres plans. Et à 50 km de là, dans une maison à Saint-Nazaire, une femme nommée Martine Lefebvre était sur le point d'ouvrir son téléphone pour lire un SMS de sa voisine Carole qui disait « Martine, c'est ta Bénédicte ?» Martine a lu l'article 3 fois. Je le sais parce que Manon me l'a dit plus tard lors de l'une de ses visites. Je n'ai pas demandé. Sa mère était assise à la table de la cuisine avec ses lunettes de lecture et les lèvres pincées en une ligne blanche, faisant défiler, faisant défiler, faisant défiler. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Barbara Lambert a appelé en première. Polie. Prudente. Martine, j'ai vu l'article sur Bénédicte. Cette pauvre fille. Je n'étais pas au courant de la fondation. Quelle belle chose elle fait. Pause. Ça mentionne que la famille n'était pas aux funérailles. C'est compliqué. Bien sûr, Barbara. Clic. Sa sœur en Bretagne a appelé ensuite. Tante Rachel. Moins poli. Martine,
dis-moi que tu étais à ces funérailles. C'est compliqué. Silence, un long silence. Alors, qu'est-ce qui était compliqué? Ce dimanche à l'église, les sièges autour de Martine se sont clairsemés. Personne ne l'a confrontée. Personne n'en avait besoin. L'architecture d'un cercle social de petite ville n'exige pas de confrontation. Elle exige juste un léger changement de chaise, un délai d'une demi-seconde avant que quelqu'un ne dise bonjour, une invitation qui n'arrive jamais. Le pasteur Durand n'a pas mentionné l'article depuis la chaire. Elle a prêché sur la présence, sur le fait de se montrer, sur la différence entre dire qu'on aime quelqu'un et le prouver. Martine a traversé le sermon le dos droit et les mains jointes et n'est pas restée pour le café après. Manon a eu pire en ligne. Un ami commun a posté l'article avec une légende, le genre de personne dont le monde a besoin. Quelqu'un a commenté, imagine choisir une fête d'anniversaire plutôt que les funérailles de tes nièces et neveux. Le nom de Manon n'était pas dans l'article, mais dans une petite ville, il n'y avait pas besoin de le mettre. Elle a désactivé son Facebook mercredi. Dominique s'est replié dans le garage. Il s'est assis sur une chaise pliante à côté de son établi, a bu des Budweiser, et n'a parlé à personne. Il n'avait pas besoin d'Internet pour savoir ce qu'il avait fait. Il l'avait toujours su. Et puis Martine m'a laissé un message vocal, pas d'un téléphone emprunté cette fois, mais de son propre numéro, comme pour me défier de décrocher. Sa voix était dépouillée du tremblement de la réunion d'église. Dure, brute. Bénédicte, cet article nous détruit. Tu dois réparer ça. Appelle ce journaliste et dis-lui de le retirer. Pas d'excuses. Pas de « je suis désolé ». Pas même « comment vas-tu » Juste répare ça. Manon s'est présentée un jeudi soir, sans prévenir. J'étais dans la cuisine en train de faire des pâtes, une seule portion, comme j'avais appris à cuisiner maintenant, quand la caméra de sonnette a bipé. Elle était là sur l'écran, les yeux gonflés, une queue de cheval en désordre, agrippant la lanière de son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle avait l'air de ce qu'elle avait toujours l'air quand elle voulait quelque chose, blessée et légèrement répétitive. Une partie de moi, celle que le docteur Simon m'apprenait à écouter, voulait voir si Manon avait vraiment changé, si la réunion d'église avait fissuré quelque chose. Alors, j'ai ouvert la porte. « Je peux entrer » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît. » Je l'ai laissé entrer. Je lui ai versé un verre d'eau. Je me suis assise en face d'elle à la table de cuisine, la table où le rehausseur de Théo occupait toujours la 4e chaise, et j'ai attendu. Manon a pleuré pendant 10 minutes d'affilée. De vraies larmes ou des larmes de performance. Avec Manon, je ne savais plus faire la différence. Elle s'est essuyée le visage avec sa manche et s'est lancée. Bénédicte, je n'en peux plus. Tout le monde nous déteste. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle à personne. Tu me manques. Elle a jeté un coup d'œil au frigo, au dessin de Chloé. Chloé et Théo me manquent aussi. Première fois qu'elle prononçait leur nom depuis le SMS emoji. Je sais que je n'étais pas là, a-t-elle continué. Je sais que c'était mal, mais tu dois comprendre. Maman a dit qu'on irait la semaine prochaine, et j'écoute juste maman. J'écoute toujours maman. J'ai hoché la tête. Je comprends. Elle a semblé se détendre. Les larmes ont ralenti. Elle a lissé ses cheveux. Et puis, comme une porte qui s'ouvre pour révéler la pièce derrière elle. La vraie conversation a commencé. Alors, Julien t'a laissé de l'argent, n'est-ce pas? L'article mentionnait la fondation, 5 millions. Elle a essayé de paraître désinvolte. Elle a échoué. C'est beaucoup à gérer seule. Je pourrais aider, être au conseil ou quelque chose comme ça. Je suis entre 2 emplois en ce moment. Et j'ai posé mon verre. Manon, tu n'es pas venue à leur funérailles. Tu ne m'as pas appelé pendant 3 mois. Et la première vraie conversation que nous avons, tu demandes de l'argent? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que je. Je pense que tu devrais partir. Elle s'est levée, a saisi son sac à main. À la porte, elle s'est retournée avec la seule arme qu'elle ait jamais su utiliser. Maman va être vraiment contrariée par ça. J'ai fermé la porte doucement. Comme on ferme un chapitre qu'on n'a pas l'intention de rouvrir. J'ai appelé Maître Kerry le lendemain matin. Ma famille commence à revenir vers moi, ai-je dit. Pas parce qu'ils sont désolés,
mais parce qu'ils ont découvert l'argent. Maître Kerry a été silencieux un instant. J'ai pu entendre le bruit de son stylo qu'il reposait. De quoi avez-vous besoin, Bénédicte? De protection pour la fondation et pour moi-même. Il m'a guidé calmement, comme il faisait tout. La fondation était une entité juridique distincte, une association loi 1901 avec son propre conseil d'administration, ses propres comptes, sa propre gouvernance. Aucun membre de la famille n'y avait droit. Mon héritage personnel de l'assurance de Julien était exactement cela, personnel. Le droit français était clair, le produit de l'assurance vie revient au bénéficiaire désigné. Point final. Aucun parent, frère ou sœur, ou cousin n'a le droit de contester cela. Et la pression, ai-je demandé. Les visites, les messages vocaux, les culpabilisations? Nous enverrons une lettre à dit Maître Kerry. Mise en demeure. Formelle, ferme. Elle leur demande d'arrêter les contacts non sollicités, de ne plus se présenter à votre domicile sans y être invité, et de cesser de contacter les partenaires ou associés de la Fondation. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas légalement contraignant non plus. Mais cela les avertit. S'ils escaladent, nous aurons la documentation pour une ordonnance restrictive. J'ai pensé au mot limite. Le docteur Simon l'utilisait chaque semaine. Cela m'avait toujours semblé clinique, comme quelque chose dans un manuel, pas quelque chose qu'on envoie à sa mère. Envoyez-la, ai-je dit. Maître Kerry a marqué une pause. Êtes-vous sûr? Une fois que cette lettre sera envoyée, le ton changera. J'ai regardé le comptoir de la cuisine. Le mug de Julien, toujours là, toujours non lavé. Je l'ai laissé ainsi exprès. Une petite rébellion contre un monde qui voulait que je passe à autre chose plus vite que je ne le pouvais. Maître Kerry, le ton a changé la nuit où ils ont choisi une fête d'anniversaire plutôt que 3 funérailles. Il a envoyé la lettre en recommandé le lundi suivant. 3 exemplaires, 3 adresses. 3 membres d'une famille qui avait passé toute ma vie à considérer mon silence comme une permission. Le silence était terminé. Martine a appelé le bureau de Maître Kerry 48 heures après l'arrivée de la lettre. Sa réceptionniste m'a dit plus tard qu'elle avait pu entendre la voix de ma mère à travers le combiné depuis l'autre bout de la pièce. Une mise en demeure de ma propre fille. Comment ose-t-elle retourner mon enfant contre sa famille? Maître Kerry a pris l'appel. Il m'a dit après qu'il avait gardé sa voix à la même température tout le temps. Température ambiante, stable, professionnelle. Madame Lefebvre, je représente les intérêts légaux de Bénédicte. La lettre est claire. Veuillez respecter ces termes. Elle ne réfléchit pas clairement à rétorquer Martine. Le deuil l'a rendue irrationnelle. Les termes sont clairs. Bonne journée. Il a raccroché. Mais Martine n'avait pas fini. Elle n'avait jamais fini. En moins d'une semaine, elle a rédigé sa propre lettre, écrite à la main sur son beau papier à lettres, le genre crème qu'elle utilisait pour la correspondance de l'église, et a envoyé des copies à 6 membres de la fraternité des femmes. Elle y décrivait une fille perdue dans le chagrin et les mauvais conseils, une famille déchirée par des influences extérieures et une mère qui essayait désespérément d'atteindre son enfant avant qu'il ne soit trop tard. Elle leur demandait de prier. Elle leur demandait d'intervenir. Elle leur demandait de la voir comme la victime. Une de ces copies a atteint le pasteur Durand. Grace l'a lu à son bureau ce soir-là. Elle m'a dit plus tard qu'elle l'avait tenue pendant une bonne heure, la retournant dans ses mains, sentant le poids du papier et la légèreté des mots. Puis elle a pris le téléphone. Martine, j'ai été patiente, mais j'étais à ses funérailles. J'ai vu ses sièges vides. Sa voix était calme et absolument définitive. Je ne vais pas faire circuler cette lettre, et je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de raconter aux gens une histoire qui n'est pas vraie. Silence au bout du fil, puis un clic. C'était la première fois dans la vie de Martine Lefebvre que quelqu'un de sa communauté la regardait droit dans les yeux, même à travers une ligne téléphonique, et lui disait « Je ne vous crois pas ». Grace m'a appelé la même nuit. « Bénédicte, je pensais que tu devrais le savoir. Ta mère n'arrête pas, mais la vérité non plus. » 6 mois après l'article, juste après le premier anniversaire, la Fondation Famille Moreau, désormais officiellement reconnue d'utilité publique avec l'AFVR Pays de la Loire comme partenaire principal, a organisé son premier gala de collecte de fonds. Nous avons réservé la maison du lac à l'étang de Bougie, une salle lumineuse et vitrée donnant sur les jardins de roses. Patapa accent Graveleuil,
pas d'entreprise, juste une pièce pleine de lumière et de gens qui se souciaient. 150 invités. Mes collègues des urgences remplissaient 2 tables. La section AFVR Pays de la Loire a envoyé son directeur régional. Thomas Vigneault était là avec un photographe du Anjou actuel. Les familles que nous avions aidées étaient assises au premier rang, y compris Maria Santos de Pornic, dont nous avions payé l'enterrement du fils alors qu'elle ne pouvait pas se permettre plus qu'une boîte en pain. Maître Kerry gérait la logistique. Le pasteur Durand a fait l'invocation. La coordinatrice que j'avais engagée, une ancienne assistante sociale nommée Janine, gérait la vente aux enchères silencieuses. Tout semblait intentionnel, mérité, réel. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis approché du pupitre et j'ai regardé les 150 visages. L'écran derrière moi brillait de 3 photographies. Julien dans son sweatshirt Yukon, souriant. Chloé à son premier jour de maternelle, avec un trou entre les dents, tenant une boîte à lunch papillon. Théo à la plage, l'ours capitaine, sablonneux et détrempé sous un bras. J'ai agrippé le bord du pupitre, me suis stabilisé, puis j'ai parlé. Mon mari Julien croyait qu'il fallait se préparer au pire pour que les gens qu'il aimait puissent avoir le meilleur. Il ne savait pas qu'il aurait raison. J'ai marqué une pause, j'ai dégluti. Mais grâce à lui, 5 familles cette année n'ont pas eu à affronter leur pire moment seules. 12 enfants ont encore un parent qui peut payer le loyer ce mois-ci. 8 survivants sont en thérapie et 3 funérailles ont été célébrées avec dignité au lieu de dette. La salle a applaudi. Maria Santos s'est levée la première, puis les autres. Le photographe de Thomas a capturé le moment. Moi au pupitre, le visage de Julien sur l'écran, l'audience debout. Je ne les ai pas vus au début, mais quand les applaudissements se sont estompés et que je suis descendu de scène, j'ai regardé vers l'arrière de la salle, près de la sortie de secours, à moitié caché derrière un pilier. Martine et Manon assises au dernier rang. Elles n'avaient pas été invitées. Janine m'a dit plus tard qu'elles étaient entrées pendant le service du dîner, lorsque la table d'accueil était sans surveillance. Elle les avait repérées, mais ne voulait pas créer de scène en plein événement. Ma mère se tenait près du porte-manteau dans sa robe lavante du dimanche, la même robe que pour la réunion d'église. Son armure. Elle a attendu que la foule autour de moi se disperse, jusqu'à ce que je sois seul un instant près de la table des desserts, tenant un verre d'eau que je n'avais pas bu. Et puis elle a traversé la pièce. Bénédicte, sa voix était épaisse, répétée, les yeux luisants sous l'éclairage de l'événement. Je suis si fier de toi. 4 mots que j'avais attendu 34 ans d'entendre. Et ils sont arrivés ici, devant une équipe de tournage, entourée de 150 témoins, lors d'un événement auquel elle s'était incrustée. Le timing me disait tout ce que les mots ne disaient pas. Merci d'être venu, ai-je dit, polie, distante. Comme on salue un collègue qu'on connaît à peine. Martine a tressailli. À peine. Juste un tic au coin de sa bouche. Mais je l'ai vu. On peut parler, a-t-elle chuchoté. Quelque part en privé. Il n'y a rien à discuter en privé qui n'ait déjà été dit publiquement. Je suis ta mère, Bénédicte. Je sais. J'ai maintenu son regard. C'est ce qui faisait mal. Manon est apparue au coude de Martine, essoufflée, comme si elle avait pris du courage depuis l'autre bout de la salle. Bénédicte, s'il te plaît. Nous sommes là. Nous nous sommes montrés. J'ai regardé ma sœur. Elle avait prononcé ces mots comme si cela devait signifier quelque chose. Comme si la présence physique effaçait tout. 6 mois en retard, Manon. Avant que l'une ou l'autre ne puisse réagir, Maître Kerry est apparu à mes côtés. Calme, professionnel, parfaitement synchronisé. Bénédicte, la représentante de la FVR aimerait vous parler un instant avant de partir. J'ai hoché la tête. Excusez-moi, ai-je dit, à personne en particulier, aux 2 à la fois, et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière, mais Janine m'a dit plus tard ce qui s'est passé. Martine se tenait au milieu de cette pièce lumineuse et bondée, tenant un verre d'eau pétillante intacte, et personne ne lui a parlé. Personne ne s'est approché. Personne n'a offert de chaise. Manon a tiré sur sa manche, et toutes 2 se sont glissées dehors par la sortie de secours. Pour la première fois de sa vie, Martine Lefebvre est entrée dans une pièce et a découvert qu'elle était la personne la moins importante. Les répercussions sont venues tranquillement. Pas d'explosion, pas de dispute bruyante, juste le réarrangement lent et méthodique des loyautés d'une petite ville.
En 2 semaines après le gala, Martine a reçu un appel du bureau de l'église communautaire de Vertou. La fraternité des femmes restructurait son comité de direction. Son poste de coprésidente, un rôle qu'elle occupait depuis 12 ans, le joyau de sa couronne sociale, était confié à de nouvelles voix. Ils l'ont remercié pour ses années de service. Ils lui ont souhaité bonne chance. Le sous-texte était assourdissant. Martine a cessé d'assister au service du dimanche après cela. Le premier dimanche où elle était absente, personne n'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Le deuxième dimanche, quelqu'un en a parlé à l'heure du café et Barbara Lambert a dit qu'elle avait probablement besoin de temps. Personne n'a argumenté. Personne n'a semblé désaccordé. Personne n'a attrapé le téléphone. Le voisinage a aussi changé. Carole Dubois a organisé la fête de quartier annuelle en juin. Une tâche que Martine s'était attribuée pendant 9 années consécutives. La liste des invités est sortie. Le foyer Lefebvre n'y figurait pas. Manon a perdu son cercle petit à petit. D'anciens amis ont cessé de lui répondre. Un chat de groupe où elle était depuis le lycée est devenu silencieux dès qu'elle postait quelque chose. Elle a commencé à voir un thérapeute en avril. Que ce soit par remords sincère ou par survie sociale, je ne sais honnêtement pas. Peut-être les deux. Les gens sont compliqués, même ceux qui vous blessent. Puis un mardi soir, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro non enregistré. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a fait le lire. J'aurais dû dire quelque chose cette nuit-là. Je le sais maintenant. Je suis désolé, ma grande. Pas à cause de l'article, parce que j'avais tort. Papa. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Puis je l'ai montré au docteur Simon lors de notre prochaine séance. Comment vous sentez-vous, m'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Comme une porte que je n'ai pas besoin d'ouvrir tout de suite, mais peut-être un jour. J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas répondu. Pas encore. 1 an. Le 14 novembre à nouveau. Un mardi, comme le premier. Même ciel gris de Loire-Atlantique. Même froid humide qui se glisse sous votre col et y reste. J'ai conduit au cimetière avant le travail. Les tombes étaient nettes. J'ai payé pour l'entretien et je leur rends visite le 1er et le 15 de chaque mois. Mais ce jour était différent. C'était l'anniversaire. Celui dont on vous avertit. J'ai apporté des fleurs fraîches. Des tournesols pour Julien parce qu'il disait que les roses étaient ennuyeuses. Un petit bouquet de marguerites en forme de papillon pour Chloé. Le fleuriste avait commencé à les faire spécialement pour moi. Et pour Théo, un nouveau capitaine. L'original était enterré avec lui, mais je maintenais une rotation. Cela me semblait juste. Cela semblait être quelque chose qu'il comprendrait. Je me suis assise sur l'herbe entre les 3 pierres et je leur ai parlé comme je le faisais toujours, à voix haute. Sans gêne. Comme je parlais à Julien pendant qu'il cuisinait et que je pliais le linge dans la pièce d'à côté. Je leur ai parlé de la fondation, de Maria Santos, dont le fils avait maintenant une pierre tombale au lieu d'un numéro, de la famille de Nantes-Centre dont le propriétaire était sur le point de les expulser une semaine après l'accident de leur fille. Du conseiller en deuil que nous avions embauché à temps plein en janvier. J'ai parlé à Julien de sa lettre, comment je la gardais dans ma table de chevet et lisais la dernière phrase chaque fois que la maison devenait trop silencieuse, comment j'avais enfin compris ce qu'il faisait ces dimanches soirs. Pas se cacher de moi, mais construire un mur entre moi et le pire scénario. Tu disais toujours que je prenais soin de tout le monde sauf de moi-même, ai-je murmuré. J'essaie, Julien. J'essaie vraiment. Le vent s'est levé. Les tournesols se sont penchés sur le côté. Quelque part derrière moi, un cardinal s'est posé sur une branche et est resté là, me regardant avec un œil noir, immobile comme un battement de cœur. J'étais différente maintenant. Pas guérie. Je ne pense pas que ce mot s'applique, mais différente, plus stable. Je disais non quand je voulais dire non. Je ne m'excusais pas d'occuper de l'espace. Je ne cuisinais pas pour des gens qui n'avaient pas mérité une place à ma table. Le docteur Simon m'a dit un jour, vous n'êtes pas celle que vous étiez il y a 1 an. J'ai répondu, non, je suis celle que j'aurais dû être depuis le début. Si vous écoutez en ce moment et que vous reconnaissez votre famille dans cette histoire, le rejet, les culpabilisations, la façon dont ils vous font sentir que votre douleur est un désagrément, je veux que vous entendiez ceci.
Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas dramatique. Vous n'êtes pas ingrate. Établir des limites avec sa famille est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que les gardes de 12 heures aux urgences. Plus difficile que de lire la lettre de Julien pour la première fois. Encore plus difficile que de me tenir devant ces 3 cercueils sous la pluie. Parce qu'avec le deuil, au moins le monde comprend. Les gens vous apportent des fleurs. Ils baissent la voix. Ils vous laissent de l'espace. Mais quand vous établissez une limite avec votre famille, la moitié du monde vous dit que vous avez tort. C'est toujours ta mère. Le sang est plus épais que l'eau. Tu le regretteras quand elle sera partie. J'ai entendu tout cela de la part de collègues, de voisins, d'étrangers bien intentionnés dans les commentaires de l'article de Thomas, et je comprends pourquoi les gens disent ces choses. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Elles n'ont juste jamais été assises sur un sol d'hôpital à 22 heures, écoutant de la musique d'anniversaire via un haut-parleur de téléphone 3 heures après la fin du monde. Voici ce que j'ai appris. La chose qu'on ne m'a jamais dite, et que j'ai dû découvrir seul. Les gens qui vous aiment se montreront. Pas avec des excuses. Pas avec des conditions. Pas la semaine prochaine. Ils se montreront. Julien s'est montré. Chaque seul jour de notre mariage, il était là. Mes collègues se sont montrés en blouse noire, directement après leur service, debout sous la pluie. Le pasteur Durand s'est montré. Thomas s'est montré. Et maintenant, chaque famille que la Fondation aide, elles sont ma famille aussi. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec vos parents. C'est votre choix, pas le mien. Mais je vous dis ceci, votre paix n'est pas négociable. Et si quelqu'un traite votre pire jour comme un désagrément, vous avez tout à fait le droit de construire une vie sans eux. Alors, où en sommes-nous maintenant? Mon père m'envoie toujours des SMS parfois. Des messages courts, jamais exigeants. Je pensais à toi. J'ai vu un papillon au magasin de bricolage, j'ai pensé à Chloé. Je les lis tous. Je n'ai pas encore répondu, mais je ne l'ai pas non plus bloqué. Cela me semble suffisant pour l'instant. Martine est toujours Martine. Le mois dernier, elle a recruté un ami de la famille pour m'appeler. Une femme nommée Diane, à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. 10 minutes après le début de la conversation, Diane a mentionné avec désinvolture, « Ta mère ne va pas bien. » Sa tension, ses nerfs. Même jeu de jambes, même scénario. J'ai reconnu la façon dont on reconnaît une chanson qu'on a entendue 1000 fois. Je souhaite du bien à Diane et j'ai raccroché. Manon m'a envoyé une lettre écrite à la main sur du papier à cahier, pas le papier crème de Martine, avec de longues taches d'encre là où elle avait barré des choses et recommencé. Je suis en thérapie maintenant, a-t-elle écrit. Je commence à voir des choses que je ne voulais pas voir. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu le saches. J'ai mis la lettre dans mon tiroir de table de chevet, à côté de celle de Julien. Je n'y ai pas répondu. Peut-être que je le ferai. Peut-être que non. Le pardon n'est pas une porte que j'ai fermée, mais ce n'est pas une porte que je traverserai juste parce que quelqu'un frappe. La fondation grandit. Pour sa 2e année, nous avons aidé 15 familles. La FVR Pays de la Loire est un partenaire officiel. On m'a demandé de témoigner au Conseil général sur la réforme des peines pour conduite en état d'ivresse. J'ai dit oui. Je travaille toujours la nuit à la clinique Sainte-Anne, je porte toujours la blouse, je pointe toujours à 19 h et je dépointe à 7 h. L'argent n'a pas changé ce que je fais. Il a changé ce que je suis capable de construire autour. Et chaque nuit avant de dormir, je murmure la même chose dans le silence d'une maison vide qui n'est pas vraiment vide du tout. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Chloé. Bonne nuit, Théo. J'ai porté votre amour aujourd'hui. Je le porterai à nouveau demain. La semaine dernière, une fillette de 4 ans est entrée à mes urgences. Elle était tombée de la balançoire et s'était fracturé le poignet. Pas grave, de routine. Mais elle serrait un lapin en peluche et pleurait comme Théo avait l'habitude de pleurer. Ce cri aigu et haletant qui n'est pas vraiment une question de douleur. Vraiment pas. C'est une question d'avoir peur. D'avoir besoin que quelqu'un dise « Tout va bien. Je suis là. » J'ai tenu sa main valide pendant que le docteur Leroy posait la telle. Je lui ai dit qu'elle était courageuse. J'ai dit que le lapin était courageux aussi.
Elle a arrêté de pleurer et m'a demandé si le lapin pouvait avoir un pansement. J'ai enroulé une bande de gaz autour de la patte du lapin, et elle a souri si largement que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réussi à atteindre le placard à fourniture. 30 secondes. C'était tout ce dont j'avais besoin. 30 secondes pour appuyer mon front contre l'étagère, respirer, et laisser la vague passer. Puis je suis revenu, j'ai terminé mon service, je suis rentré à la maison. Le deuil ne finit pas. Il change juste de forme. Certains jours, c'est une vague qui vous renverse. Certains jours, c'est un murmure, mais c'est toujours là, toujours présent. Et c'est normal, car cela signifie que je les aimais. Et l'amour n'expire pas. Julien m'a laissé 5 millions d'euros. Mais le vrai héritage, c'était la leçon. Celle que j'apprends encore chaque jour, chaque service, chaque fois que je rends visite à ces 3 tombes avec des fleurs fraîches et un nouveau capitaine pour Théo. Montrez-vous. Pas la semaine prochaine. Pas quand c'est pratique. Pas quand la fête est finie. Maintenant, si vous êtes la personne de quelqu'un, soyez là. Et si vous ne pouvez pas être là, au moins ne prétendez pas l'avoir été. Je m'appelle Bénédicte Moreau. Je suis infirmière aux urgences, veuve, mère d'ange, et fondatrice de la Fondation Famille Moreau. Je tiens toujours debout, non pas parce que ma famille m'a soutenu, mais parce que j'ai enfin appris à me soutenir moi-même, et c'est mon histoire.